Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une promenade virtuelle dans une exposition. Cette exposition, elle a été organisée par le Universal Museum of Art et elle s'intitule, très modestement, De la Renaissance au XXe siècle, les grands chefs-d'œuvre de la peinture dans les collections françaises. C'est une exposition qui nous a demandé beaucoup de travail, qui nous tient très fort à cœur, qu'on a organisée en partenariat avec le Club Innovation Culture et avec le soutien de la Réunion des musées nationaux. Le principe était simple, on a demandé à 65 musées français de nous prêter virtuellement les plus beaux chefs-d'œuvre de leur collection. On a réuni un ensemble de 150 œuvres qu'on a ensuite classées en différents thèmes, le portrait, la nature, la représentation du pouvoir, la mythologie, la religion, la nature morte et tout un autre ensemble de thèmes. Aujourd'hui, on fait quelque chose d'un petit peu nouveau qu'on n'a jamais fait avant. On a invité un grand historien de l'art à nous poser son regard sur cette exposition au cours d'un live qui ressemble un peu à un stream de jeux vidéo. Cet historien de l'art, c'est Pascal Bonafou. Alors, Pascal Bonafou a eu le privilège d'être pensionnaire à l'Académie de France à Rome. C'est le thème de l'autoportrait qu'il avait amené là à l'origine, sur une petite période du XIIe au XXIe siècle, ce qui lui permet en fait de ne pas être spécialiste d'une époque particulière, mais au contraire d'avoir un regard très transversal sur un grand nombre d'époques et un grand nombre d'artistes. Pascal Bonafou est également auteur de nombreux ouvrages. Il vient récemment de publier un ouvrage qui s'appelle Les autoportraits cachés aux éditions du Seuil. Et c'est grâce à son savoir, ses anecdotes et son talent oratoire que nous allons découvrir au cours des 45 prochaines minutes l'exposition de Universal Museum of Art. Pascal, un immense merci d'avoir accepté de participer à ce live. Je vous cède maintenant la parole. Eh bien, donc, le voyage commence. Et bien évidemment, ce voyage va nous conduire dans plusieurs villes de France et dans leurs musées, bien évidemment. Alors, pour être précis, il s'agit essentiellement de peinture. Mais, vous le savez, aussi paradoxal que cela puisse sembler, c'est quand même sous le signe d'Apollon que ce parcours va se faire, tout simplement parce qu'Apollon est entouré, vous le savez, de 9 muses. Mais, paradoxe étrange, pas une seule d'entre elles ne s'occupe de peinture directement. Reste que plusieurs ont le souci de la poésie et que les rapports entre la peinture et la poésie sont très loin d'être indifférents. Vous en voulez la preuve? Regardez tout de suite cette toile de Paul Véronèse, Leda et le cygne. Que voulez-vous? Leda est belle et Zeus succombe inévitablement toujours à la beauté, que ce soit celle d'un jeune homme comme Ganymède ou celui d'une femme, que lui importe. La beauté l'emporte sur tous les arguments. Et donc, c'est l'une de ces métamorphoses. Il se transforme en cygne pour séduire Leda. Mais le même Paul Véronèse, s'il prend ce sujet qui vient de la mythologie, en particulier des métamorphoses d'Ovide, se garde bien d'oublier d'autres sujets qui lui viennent de l'Antiquité. À l'évidence, si vous aviez découvert cette toile à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe ou dans le courant de ce XIXe siècle, vous auriez eu dans la poche, après avoir lu le titre La mort de Procris, et sans trop savoir qui est Procris, vous auriez sans doute eu tout simplement en poche ce petit livre qui s'appelle Le Chompré. Le Chompré, c'est un dictionnaire abrégé de la fable pour l'intelligence des poètes, des tableaux dont les sujets sont tirés de l'histoire poétique. Et vous auriez sans doute découvert alors que Céphale est l'époux de Procris. Mais les choses se compliquent pour une raison simple, c'est que tout simplement Éos, l'aurore, est tombée amoureuse de Céphale et que donc sa liaison avec Procris lui est insupportable. Artémis a offert à Procris un chien très extraordinaire qui, toujours, atteint la cible, la proie qu'il s'est donnée. Elle lui offre encore une lance qui, inévitablement, va elle aussi atteindre la proie
lors d'une chasse. Et Procris ne peut guère qu'offrir ces deux cadeaux, le chien d'un côté, la lance de l'autre, à son cher et tendre époux qu'est Céphale. Un jour, Procris, inquiète justement de ce que, peut-être, sous prétexte de chasse, il la trompe, se cache dans un buisson. Procris est convaincu de ce que c'est une proie qui se cache dans ce buisson. Il lance son arme, et la lance atteint Procris. Voilà comment, donc, tout simplement, s'achève cette histoire terrible. Il se trouve que, regardez, c'est le même thème qui est représenté quelques siècles plus tard par Fragonard. C'est vous dire que, en l'occurrence, le sujet n'est jamais ce qui fait la peinture. Jamais. À chaque fois, il nous faudra faire attention à ce qu'est essentiellement la qualité spécifique, picturale, qui nous saute aux yeux ou qui, si elle ne saute pas, il nous faudra découvrir et mettre à jour. Représenter l'histoire antique, ses mythes, ses fables, pourquoi pas? Mais, bien sûr, parce que, depuis le Quattrocento, une sorte de hiérarchie des arts, qui plus tard est entérinée par toutes les académies, s'est mise en place. C'est donc l'histoire, avec un H majuscule, qui est le grand genre, le genre qui mérite tous les honneurs à un peintre. Donc, lorsque la Révolution française éclate, Jacques-Louis David ne peut que représenter ce moment historique très extraordinaire qui est le serment du jeu de paume, qui donc, vous le savez, permet de mettre en place enfin l'espoir que la France dispose d'une constitution. Il se trouve que, donc, l'histoire, elle va être encore à l'ordre du jour avec ce tableau de Delacroix, La Grèce sur les ruines de Missolonghi. Il est peint en 1826, l'année même où cette ville a été pillée, où les massacres ont été les plus intenses. Depuis plusieurs années déjà, depuis 1821, la Grèce cherche à reprendre son indépendance, à s'ébrouer, à se défaire du joug de l'Empire ottoman. Mais la guerre qui s'engage est longue, très longue. Parmi ceux qui prendront le parti de la Grèce, le plus extraordinaire est le poète Byron, Lord Byron, qui lui-même, donc, va décéder en avril 1824 au cours d'un combat pour l'indépendance de la Grèce. Et donc, c'est vous dire que la peinture a aussi ce rôle très extraordinaire, et c'est le cas avec cette toile de Delacroix, a ce rôle très extraordinaire d'être parfois une peinture que l'on pourrait qualifier, comme on l'a fait au XXe siècle, de peinture engagée. Il se trouve que l'Empire ottoman, il est vu aussi avec cet incendie à Constantinople peint par Turner, qui n'y a, en l'occurrence, jamais mis les pieds. Étrange chose que de représenter une ville que l'on ne connaît pas. Mais c'est vous dire aussi que la peinture, elle est affaire de rêve, elle est affaire d'imagination, elle est affaire justement aussi d'invention. Donc, ce paysage urbain, il est, vous le devinez, d'un tout autre ordre lorsque l'on regarde cette toile qui représente la Punta della Dogana et la Salute à Venise. C'est une toile de Canaletto. C'est un surnom, mais je reviendrai sur les surnoms. Canaletto est un peintre qui est, si j'ose dire, vous me passerez l'expression, l'inventeur de la carte postale. Au XVIIIe siècle, lorsqu'il y a le grand tour qui permet en particulier à de jeunes aristocrates de faire tout le tour de l'Italie parce que, entre autres, prétexte décisif, on y a redécouvert non loin de Naples, en traçant une nouvelle route, les ruines de Pompéi et d'Herculanum, et que l'on peut y découvrir la peinture romaine comme jamais encore on ne l'a vue. Donc, l'une des premières étapes de ce grand tour, ça va être Venise, bien évidemment, avec un argument qui là aussi est décisif, c'est que le carnaval ne dure guère que 180 jours. Donc c'est vous dire que les plaisirs qui sont promis à Venise dans ce carnaval, il serait quand même très absurde et très incohérent que de les mépriser. Canaletto, je vous disais, donc, est l'inventeur de la carte postale tout simplement parce que ces jeunes lords, ces jeunes sœurs et autres aristocrates remportent régulièrement comme un souvenir une toile de Canaletto, à tel point que
Un jour, Canaletto sera convié à venir travailler à Londres. Mais, regardez, les peintres ont l'art de brouiller les cartes. Lorsque Antoine Watteau se présente à l'Académie royale de peinture et de sculpture à Paris, on regarde ces tableaux comme celui-ci, par exemple, assemblés dans un parc, avec étonnement. Parce que, justement, dans les catégories qui ont été établies, de la peinture d'histoire au sommet jusque dans les bas-fonds à la nature morte, on ne sait pas où classer cette œuvre. Ce n'est pas véritablement une peinture de genre. Donc, on va accepter la candidature et faire rentrer Watteau dans la extraordinaire Académie royale de peinture et de sculpture qui a été créée par Louis XIV, mais on va devoir inventer un genre, les fêtes galantes. C'est ainsi donc que la peinture se remet en cause sans cesse, avec des visions qui parfois sont plus stupéfiantes les unes que les autres, plus déconcertantes. Qu'est ce concert dans l'œuf? Que peint Jérôme Bosch? Quel est peut-être le message, sans doute par rapport à la religion chrétienne, qui est à l'ordre du jour dans une œuvre de cet ordre? De quoi s'agit-il? Que chantent ces hommes sous la direction, à l'évidence, d'un moine qui étend le doigt vers le livre ouvert et la partition qui est représentée? De quoi s'agit-il? Prenez garde à une chose, elle est récurrente, elle est souvent une règle du jeu. La peinture est muette, et ce que nous essayons de comprendre, les interprétations que nous faisons, sont en fait toujours le résultat de notre regard et peut-être pas toujours la réalité de l'intention du peintre. Pour que l'on passe à des sujets comme celui-ci, comme le cirque peint par Seurat, il faudra des siècles. Pour qu'on en arrive à des sujets aussi païens que celui-ci, qui représente donc la vie moderne, à la fin du XIXe siècle, où le cirque est, depuis quelques années déjà, un des lieux de plaisir, un des lieux de spectacle les plus fréquentés qui soient. Mais regardez un détail qui est proprement, parfaitement pictural, rien d'autre que pictural. Regardez le fouet que tient le dresseur. Regardez l'extraordinaire trace que ce fouet laisse sur le sable de la piste du cirque. C'est une trace blanche, extraordinaire. Comme si donc, en l'occurrence, tout simplement, la couleur, le mode sur lequel il mettait en place la couleur, qui se veut scientifique, puisqu'il reprend à son compte les théories de Chompré, mis en évidence la loi du contraste simultané. En deux mots, pour faire du vert, a priori, il peut être simple de mélanger sur la palette du bleu et du jaune. Et plus il y aura de bleu, plus le vert sera sombre, plus il y aura de jaune, plus le vert sera clair. Mais Chompré explique que si l'on met côte à côte le bleu et le jaune, c'est dans notre regard, c'est sur notre rétine même que le mélange va se faire. C'est donc avec une théorie de cet ordre que Seurat peint et qu'il inaugure ce que l'on va qualifier de néo-impressionnisme. Le néo-impressionnisme est, après l'impressionnisme et pour cause, l'un de ces mouvements qui va lancer dans toute l'Europe, et en particulier à Paris, qui à l'époque est la capitale européenne, la capitale mondiale de la peinture, toutes les modernités. Et Juan Gris, qui va peindre cet arlequin assis à la guitare en 1919, va bien évidemment reprendre à son compte l'un des thèmes qui courent dans la peinture et qui plus est encore plus mis en évidence l'un de ses amis, l'un de ses compatriotes espagnols qui s'appelle Pablo Picasso. Mais la peinture, avant de prendre pour sujet le cirque ou les arlequins, a longtemps a eu pour seul sujet tout simplement la religion chrétienne, la religion catholique romaine. C'est le cas avec donc cette œuvre de Perugino, le mariage de la Vierge. Et regardez, lorsque ce tableau est peint au tout début du XVIe siècle, la perspective est rentrée en scène définitivement. Et regardez comme derrière le groupe, derrière donc la Vierge et Joseph qui tendent la main l'un vers l'autre,
Regardez comme les dallages devant ce monument qui est un octogone sont tous mis en place en fonction de cette perspective. Quant à l'octogone, il est loin d'être un symbole indifférent. C'est que pour la chrétienté, souvent les baptistères sont construits sur ce même plan octogonal. La raison ? Le carré, c'est la terre. Le cercle, c'est le ciel. L'octogone est la forme intermédiaire entre l'un et l'autre. Manière claire et nette de signifier que la volonté de Dieu doit être faite sur la terre comme au ciel. Mais certains tableaux restent, je viens de vous le dire, totalement énigmatiques, totalement plus encore mystérieux. Le songe de Joseph. Mais de quel songe s'agit-il ? Joseph reçoit la visite d'un ange qui suscite ses songes à 3 reprises. La première fois parce que cet ange lui annonce que son épouse, la Vierge, est enceinte par la volonté de Dieu, par le Saint-Esprit. La seconde fois parce que il est urgent, lui annonce cet ange, de quitter Nazareth, parce que Hérode vient de donner l'ordre d'exterminer tous les enfants de moins de 2 ans, parce que l'un d'entre eux voudrait prendre sa place et le chasser du trône. La troisième fois, lorsqu'en Égypte, l'ange vient lui annoncer qu'il est temps de repartir vers la Palestine. Quel songe est représenté ici ? Lequel des 3 ? Le premier, le deuxième, le troisième ? Impossible de le savoir. Et qui est cet ange singulier qui, regardez bien, n'a pas d'aile ? Étrange chose. Roger van der Weyden va peindre, lui, donc, ce qui est l'un des thèmes les plus récurrents de la peinture occidentale pendant des siècles et des siècles, une Vierge à l'enfant. Encore une fois, une telle Vierge à l'enfant, peinte sans cesse, par des centaines, par des milliers de peintres, suffit à dire que le sujet n'est pas ce qui fait la peinture. Mais, regardez bien encore, ici, le Christ au Jardin des Oliviers par ce El Greco, qui, avant d'être El Greco, a été Il Greco, pour une raison toute simple. Cet homme, Dominikos Theotokopoulos, est parti de Crète, où il avait déjà commencé à apprendre la peinture d'icône, bien évidemment. Il est passé par Venise. Il a été, là, à Venise, l'élève de Titien. Et donc, faute de pouvoir trouver des commanditaires et des mécènes à Rome, il a fait le choix de repartir pour Tolède, et c'est à Tolède qu'il va affirmer, comme aucun autre n'a osé le faire encore, une singularité picturale qui est incomparable. Cette singularité picturale, elle est à l'ordre du jour encore avec l'apparition stupéfiante de Caravaggio. Cette flagellation du Christ, peinte au début du XVIIe siècle, est le signe, en l'occurrence, de ce que, tout simplement, il va réinventer la lumière dans la peinture. Jamais encore on n'a osé creuser avec autant d'intensité l'écart entre l'intensité de la lumière et les creux obscurs de l'ombre. Ça va être donc l'apothéose de ce que l'on appellera en italien le chiaroscuro, le clair-obscur. Et qui plus est, cette mise en évidence de la lumière va être pour certains le signe aussi de ce que le baroque, puisque c'est le temps du baroque qui commence en ce début du XVIIe siècle, le baroque est avant tout un art du spectacle. Au XXe siècle, un peintre qui sait de quoi il retourne, qui s'appelle Pablo Picasso, dira que, oui, Caravage, c'est simple. Vous mettez un spot à droite, vous mettez un spot à gauche et c'est un Caravage. Regardez ici un détail très extraordinaire. Les bourreaux sont en train d'accrocher à une colonne le Christ qui va être flagellé. Et regardez bien la colonne, regardez bien les stries qui sont sur cette colonne. Elles sont le signe de ce que le corps du Christ va sans doute, dans les secondes qui suivent, dans les minutes qui suivent, être marqué par de pareilles stries, par de pareilles plaies à cause de la flagellation. C'est ce Christ qui est descendu de la croix
et qui repose là sur les genoux de la Vierge pour ce que l'on appelle la déploration sur le Christ mort. Regardez la manière dont les personnages sont peints, regardez la souplesse des mouvements, regardez, paradoxe à la clé, ce corps qui a été torturé, fouetté, crucifié et qui semble indemne. Cette représentation, elle vient de ce que, tout simplement, Bronzino se doit, après cette extraordinaire génération où on a vu apparaître à la fois Raphaël, Michel-Ange, Titien, d'inventer à nouveau la peinture. On va donc l'appeler un maniériste. Mais ce mot maniériste qui, malgré tout, a un côté un peu, comment dirais-je, méprisant. On le doit à, sans doute, sans aucun doute, une mauvaise traduction de Giorgio Vasari, qui a été le premier, au XVIe siècle, à écrire une biographie des peintres. Tout simplement parce qu'il a expliqué que ces jeunes peintres qui rentrent sur le marché, qui ont besoin d'un mécène, qui ont besoin de commandes, vont vouloir affirmer una maniera, autrement dit, un style particulier. Donc, méfiez-vous aussi des appellations entre guillemets contrôlées de l'histoire de l'art. Comment qualifier Rembrandt ? Si vous lisez un jour que Rembrandt a pu être influencé par la lumière de Caravage, méfiez-vous. Rembrandt n'a jamais vu un seul tableau de Caravage. Jamais. Mais peut-être. Dans les cartons qui sont les siens, où il a une collection extraordinaire de gravures qui lui viennent de tous les peintres de l'Europe et qui reproduisent la plupart des œuvres de ces peintres, en particulier italiens, sans doute a-t-il vu des gravures représentant des œuvres de Caravage. Et bien évidemment, le chiaroscuro, le clair-obscur, y est intense en raison des noirs et des blancs de la gravure. Cette Mater Dolorosa de 1661 s'inscrit parmi les dernières œuvres de Rembrandt. D'un Rembrandt qui, depuis qu'il a livré la compagnie du capitaine Franz Banninghock, qu'on a rebaptisé au XIXe siècle la Ronde de Nuit, n'a plus rien à faire de ses commanditaires. Il lui importe une chose, une seule chose, peindre, et que sa peinture soit définitivement incomparable à aucune autre. Il aurait eu, dans les Pays-Bas calvinistes, un défi à relever, celui d'un peintre d'une génération qui l'a précédé, Pierre-Paul Rubens, qui lui n'a cessé de peindre pour les Flandres catholiques. La lapidation de Saint-Étienne est l'un de ces signes-là. Une fois de plus, œuvre dans toute sa splendeur baroque, dans ce monde baroque qui est un monde du spectacle. La lapidation de Saint-Étienne, c'est la lapidation du premier saint de l'histoire de la chrétienté. Avoir été ce premier saint, martyr, lui vaut d'être, dans le calendrier liturgique, nommé immédiatement après Noël. Mais ici, tout change. Tout change parce que l'on en revient à l'histoire, mais une histoire qui est à la fois une histoire qui mêle le pouvoir et la religion. Vous le savez, Henri IV a été protestant. Il lui a fallu à Chartres revenir vers l'Église catholique romaine pour monter enfin sur le trône de France. Et donc devenir, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre. Ce tableau, très extraordinaire, représente Don Pedro de Tolède en train d'embrasser l'épée de Henri IV. La scène, représentée ici par M. Ingres, l'est, vous le voyez, dans un escalier du Louvre qu'il est parfaitement possible de reconnaître, c'est l'escalier Henri II. Et, comme par hasard, Ingres peint cette œuvre dans un temps où, et pour cause, la Restauration a pris place sur le trône de France. On appelle ça une peinture troubadour. Et l'ambition en particulier de cette peinture troubadour est de rendre grâce à ce qu'a été la monarchie. Voilà donc une œuvre qui, encore une fois, prend place dans l'histoire
et donc l'histoire, encore une fois, de la chrétienté, dans la mesure où il est hors de question de ne pas respecter, comme le fait donc ici Don Pedro de Tolède, la dignité sacrée du roi de France qu'est Henri IV. Servir le pouvoir, cela a été l'obsession de la peinture pendant des siècles et Ingres, comme Girodet, ont été des scrupuleux serviteurs du pouvoir de Napoléon Ier. Alors méfiez-vous. On vous dira souvent que le titre de ces tableaux, c'est donc Napoléon Ier sur le trône impérial ou Napoléon en costume du sacre. Or, Napoléon n'a pas été sacré. Il a bien voulu être couronné, et couronné qui plus est par le pape Pie VII, mais pas sacré, parce que le sacre en tant que tel aurait par trop rappelé l'ancienne monarchie qui a été renversée par la Révolution quelques années plus tôt. Donc, c'est Napoléon en costume du couronnement qui a eu lieu le 2 décembre à Notre-Dame de Paris qui est ici représenté. Tous les attributs du pouvoir sont là. Le sceptre, la main de justice, enfin, tout ce qu'il est convenu d'appeler les régalia. C'est encore le pouvoir, mais cette fois le pouvoir de la République que Jean-Baptiste Vicard va représenter en 1793. Souvenez-vous, c'est une année terrible, l'année de la terreur par excellence, mais il est évident que la République doit pouvoir être représentée, doit pouvoir être incarnée d'une manière claire et nette. Il invente donc cette représentation. Regardez. Cet élève de David va représenter une sorte de Minerve, mais une Minerve singulière. Une Minerve qui, sur la lance qu'elle tient à la main, a placé un bonnet phrygien. Ce bonnet phrygien, depuis l'Antiquité, depuis la Grèce, depuis Rome, ce bonnet phrygien est la coiffe que mettent sur leur tête les esclaves affranchis, le signe de leur liberté. La France vient de s'affranchir de la monarchie. Et donc, ce bonnet phrygien, il va bientôt coiffer Marianne, autre représentation de la République. Mais regardez cette extraordinaire République qui est drapée donc à l'antique. Bien évidemment, c'est à la République romaine que ce drapé fait allusion. Mais, d'où vient que la République puisse offrir l'impudence, l'extraordinaire, au-delà de l'impudence, impudeur, qui est la représentation d'un saint nu. Souvenez-vous de ce que, quelques années plus tard, Eugène de la Croix va représenter la liberté guidant le peuple. Elle aura elle aussi le même bonnet phrygien sur la tête et ses seins seront nus. Pour une raison simple, c'est que la République, souvenez-vous de sa devise, liberté, égalité, fraternité, se voudra l'héritière de ce qu'a été la charité chrétienne et la charité romaine. La charité romaine, encore une fois, ouvrez donc ce petit livre dont je vous parlais tout à l'heure, ouvrez ce petit livre qui est le Chompré, et vous découvrirez alors que cette charité romaine, c'est l'histoire d'un certain Ciron. Il a été condamné, allez savoir pourquoi, l'histoire ne le précise pas, à mourir de faim. Et jour après jour, il reçoit, dans sa cellule, la visite de sa fille. Et s'il dépérit, s'il maigrit, il ne meurt pas. Or, depuis le temps qu'il est enfermé, il aurait dû depuis longtemps mourir de faim. On a beau fouiller sa fille, on ne découvre rien, elle ne lui apporte ni eau, ni pain, rien, strictement rien. Que se passe-t-il ? On épie, et on finit par découvrir que sa fille, tout simplement, lui donne le sein. Et donc, ce sein découvert, ce sein qui va être plus tard, celui de la charité chrétienne, devient le sein par lequel la République nourrit tous ceux qui en ont besoin. La République, bien évidemment, elle songe à Rome. Elle songe à Rome et l'histoire chrétienne de l'Europe songe, pour cause, à Constantin. Parce que c'est Constantin, dit Constantin le Grand, qui a mis fin aux persécutions des chrétiens avec l'édit de Milan en 313.
cette représentation d'Hubert Robert, donc, qui vous montre ici le Colisée et donc un troupeau qui passe donc devant l'arc de Constantin, et peut-être cette double mémoire, cette mémoire à la fois d'une antiquité glorieuse et d'une chrétienté qui apparaît. Mais les paysages vont changer. Claude Lorrain, regardez, va peindre encore un de ces temples à demi ruinés, et donc le signe de cette antiquité qui est la référence absolue des arts depuis la Renaissance. Mais, étrangement, dans ce paysage, il ne joue pas le jeu de la repeinture d'histoire. Ce qu'il représente, le passage d'un troupeau sur un pont, un couple qui, semble-t-il, discute, n'est en rien une scène historique identifiable. C'est vous dire que le paysage commence d'être aussi un souci particulier. Il l'est depuis longtemps dans l'Europe du Nord, avec ici un tableau qui représente, vous le voyez, dans un village, un canal sans doute gelé par l'hiver. Et donc, c'est vous dire encore une fois que tous les sujets sont abordés par les peintres, les plus, entre guillemets, banals, comme les plus spirituels. L'orage. L'orage peint par Poussin est encore pour Poussin le moyen de représenter donc tout simplement un paysage qui, une fois de plus, n'est, et c'est rare dans l'œuvre de Poussin, en rien la représentation d'un fait historique rapporté par les poètes, par les épopées, par quelque document que ce soit. Mais ce paysage, peut-être lui a-t-il été inspiré par son beau-frère, qui aura été le premier peintre à aller vouloir peindre sur le motif, comme l'on dit. Mais à l'époque, il lui fallait partir avec son mulet, avec les couleurs qu'il avait préparées et qu'il avait versées scrupuleusement dans des vessies de porc. Les sudites vessies de porc, vous le soupçonnez, finissent par sécher, par craqueler, par crever, et donc il est difficile avec l'espèce de boue brunâtre que l'on va retrouver dans sa boîte de peinture de rendre compte de ce qu'est l'extraordinaire diversité des couleurs de la nature. Pour affronter la nature, pour rendre compte de ce qu'est la beauté de la nature et la lumière de la nature, il faudra attendre tout simplement l'invention du tube de peinture. Mais, vous allez voir, il faudra attendre longtemps. Il faudra attendre, par exemple, que Corot rentre en scène. Corot qui aura eu la chance de profiter de ce tube de peinture qui a été élaboré par un certain Mr. Rand, peintre américain qui vit en Angleterre et qui a eu donc l'idée d'inventer ce petit tube-là. Ce petit tube qui ne crève pas et qui permet d'aller peindre sur le motif, y compris, comme Poussin a pu peindre un orage, aller peindre un coup de vent, comme celui que Corot va représenter. Corot qui est l'un de ces peintres qui va donner des conseils essentiels à Renoir. Renoir, complice, ami intime de Claude Monet. Ce tableau peint en 1872 va être le signe de la première grande révolution, du premier grand scandale qui va bouleverser l'histoire de l'art en Europe. Certains se sont acharnés à vouloir savoir quel jour, à quelle heure, Claude Monet avait pu peindre ce tableau. Ça n'a strictement aucune importance. Ce qui compte, c'est que lorsque ce tableau est présenté en 1874, lors de la première exposition d'une société anonyme qui est créée parce que l'on veut se défaire alors de la puissance du salon, seul moyen de se faire connaître pour un jeune peintre, un critique, M. Louis Leroy, visite l'exposition avec l'un de ses amis peintres qui, précise-t-il, a été décoré et primé sous plusieurs régimes au salon. C'est vous dire que quand il parle de peinture, il sait de quoi il parle. Il visite l'exposition et tout à coup se retrouve face à ce tableau. Le peintre demande à Louis Leroy de regarder le cartel. Impression. Et le peintre éclate. Impression. Je savais bien qu'il y avait de l'impression là-dedans tellement j'étais impressionné. Et
Le lendemain, l'article de Louis Leroy apparaît à la une du journal Le Charivari avec ce mot « L'exposition des impressionnistes ». En 1874, lorsqu'apparaît ce mot, il est inutile de le chercher dans un quelconque dictionnaire, il n'existe pas. Et ce mot, sous la plume de Louis Leroy, sent, vous le soupçonnez, le mépris le plus absolu. Néanmoins, c'est ce tableau qui va être donc l'emblème de ce mouvement qui va donc exposer à 8 reprises jusqu'en 1886. Le scandale qui aura précédé dans l'histoire de la peinture, c'est celui-ci. Les demoiselles du bord de Seine. Quelle indécence! Vous le soupçonnez dans un temps où le corset est obligé pour les femmes. Osez représenter ces jeunes femmes alanguies sur les bords de la Seine, qui n'ont peut-être que le dimanche pour seul jour de repos, et qui donc là, enfin, peuvent soupirer. Ces jeunes femmes sont dans une situation, et qui plus est avec une tenue qui est, aux yeux de l'époque, très indécente. À croire peut-être qu'elles sont un peu courtisanes. Et donc, c'est avec le scandale de Courbet, comme avec celui que je vous ai présenté plus tôt avec Monet, que commence l'histoire de la modernité. Il va être encore démultiplié, le scandale, lorsque Toulouse-Lautrec va oser représenter les prostituées pensionnaires d'une maison close. Rendez-vous compte, une maison close. Jusqu'alors, ce sont les déesses qu'on a représentées, mais pas comme cette Olympia, une prostituée qui est elle-même pensionnaire d'une pareille maison close. Comment ose-t-on donc transgresser ainsi la morale? Jusqu'alors, le nu de femme, ça a été celui, par exemple, d'une nymphe peinte par Cranach. Parce que l'hypocrisie veut que le regard essentiellement, vous le devinez, masculin, soit titillé, entre guillemets, par la représentation de ces nus, mais ces nus ne sont admis que si la mythologie ou la Bible leur donne une sorte de caution et les drape, si j'ose dire, dans la vertu et la décence. Les 3 grâces peintes par Raphaël vont être par excellence l'un des thèmes qui sera repris sans cesse et qui désigne justement cette beauté telle qu'elle a été définie à la Renaissance et qui s'inspire directement de la redécouverte à l'époque de la sculpture de l'Antiquité. L'Antiquité, elle reprend du service avec David. David qui va justement être à l'origine de ce que l'on va appeler le néoclassicisme. Ce néoclassicisme veut retrouver lui aussi l'exigence de la représentation soumise aux critères les plus absolus de la beauté élaborée à la Renaissance. Et donc, on va devoir travailler avec des académies comme celle qui est ici représentée. Patrocle, peut-être bien Patrocle, mais rien ne le dit. Il est le compagnon, selon la mythologie, et selon en particulier l'Iliade, de Achille. Il est peut-être même son amant. Mais qui est ce Patrocle qui va être tué par Hector? Quel moment de l'histoire de Patrocle représente David? Ne cherchez pas à le déterminer. Une fois de plus, ce qui compte, c'est la rigueur avec laquelle il va représenter le corps. Ce qui va être aussi le souci de Chassériau avec cette étude d'après le modèle Joseph. Joseph aura été l'un des modèles qui aura posé pour David. Mais s'il est ici représenté, méfiez-vous, la représentation est loin d'être innocente. Cette étude, elle est, sans l'ombre d'un doute, préparatoire à la représentation du moment où Dieu chasse les anges révoltés. Comme par hasard, il fait le choix d'un modèle noir pour représenter ces anges révoltés, ces anges déchus. C'est tout simplement le signe de ce que, à l'époque, nul ne remet en cause ce qu'est encore l'esclavagisme. Lorsque Velázquez peint Démocrite, il peint bien évidemment un philosophe qui est pour cause, n'aura jamais posé pour lui.
Démocrite, on croit, on l'estime, est mort sans doute vers 357 avant Jésus-Christ. Or, la toile date de 1629. Mais un peintre a-t-il eu jamais besoin d'un modèle vivant, du modèle lui-même, pour représenter tel ou tel personnage? Ce qui, ici, va représenter Démocrite plus que quoi que ce soit d'autre, c'est son sourire. Inutile de rentrer dans les singularités de la philosophie de Démocrite, qui est l'un des premiers à concevoir l'atome en tant que tel, mais ce n'est pas cela que représente Velázquez. Par le sourire qui est en face de vous, par ce sourire que vous regardez, Démocrite tout simplement vous laisse entendre que ce monde qu'il désigne avec son doigt, avec son index replié, ce monde, vous le savez, il est accablant, il est très imparfait, il est menaçant, mais pourquoi s'en inquiéter davantage? Ne croyez-vous pas que, comme lui, il vaut mieux en rire? C'est donc ce que l'on croit être la philosophie de Démocrite opposée à Héraclite, Héraclite l'obscur, Héraclite le sombre, que représente Velázquez. Velázquez, cherchez bien, dans cette très grande peinture que Paul de la Roche peint en 1841 et 1842, vous trouverez en cherchant bien, à droite, à gauche, le susdit Velázquez. Mais, inutile de vous faire la liste de tous les autres peintres et poètes et créateurs les plus importants qui sont représentés ici. C'est, passez-moi l'expression, le bottin mondain de la création artistique en Europe qui est représenté ici. Et bien évidemment, regardez bien la date, 1841, 1842, Courbet n'est pas parmi eux. Courbet, bien évidemment, se représente ici avec le nouveau statut d'artiste qui est à l'ordre du jour. C'est là. Ce tableau a pour titre initial La Rencontre. On n'a pas tardé à le rebaptiser Bonjour, Monsieur Courbet. En face de lui, en train de le saluer avec déférence et admiration, Monsieur Bruyas. Il est banquier et il est passionné par la peinture de Courbet auquel il a commandé sans cesse des tableaux, à tel point que, pour lui rendre hommage, dans le grand tableau que va être l'atelier, Courbet le représente au milieu de ses amis et de ses mécènes. Courbet se représente ici avec ce qu'il nomme lui-même son profil assyrien. Et donc, n'en doutez pas, ce profil assyrien de Courbet, c'est celui d'un peintre qui est sûr, certain de ce qu'il vaut, et qui donc n'hésite pas à se représenter de la sorte. Donc, saluer, ce n'est plus le peintre qui salue, c'est lui que l'on salue. Dans la grande peinture de Delaroche, vous ne trouverez ni l'autoportrait d'Émile Bernard, ni celui de Vincent van Gogh. Parce que, bien évidemment, tous deux ont peint, sont entrés en scène, sont entrés dans l'histoire de la peinture avec ce que l'on appelle aussi le post-impressionnisme. Avec, qui plus est, une exigence qui implicitement a toujours été celle de tous les peintres siècle après siècle, marquer une singularité. On le sait depuis des siècles. Vasari explique dans Les Vite que j'ai évoqué que ceux qui suivent, on ne les voit jamais et on les oublie. La peinture, elle n'a pas cessé d'être une invention, un défi qui nous a amenés à voir ce que peut-être sans les peintres, nous n'aurions jamais vu. Regardez, après tout, qu'est-ce qu'une bouteille, une assiette, un gobelet d'argent, un couteau planté dans un bout de pain? Est-ce que véritablement cela a un quelconque intérêt? Aucun, strictement aucun. Mais, c'est la peinture qui va donner à ce qui est a priori neutre, fade, insipide, toute sa valeur. Les peintres, membres de l'Académie royale de peinture et de sculpture, vont à ce point reconnaître l'extraordinaire talent de Chardin qu'ils vont faire de lui leur tapissier.
Pas de malentendu. Être tapissier, c'est un rôle essentiel, parce que lorsque l'on prépare le salon, c'est à ce tapissier qu'il revient de mettre en place les œuvres, de les distribuer sur les grands murs, sur les hautes cimaises du salon carré du Louvre, lequel salon, entre parenthèses, allez le vérifier un jour ou l'autre, est rectangulaire, mais peu importe. C'est vous dire que Chardin a un rôle extraordinairement important parce que s'il refoule, si j'ose dire, vers la corniche telle ou telle œuvre, elle sera moins vue. Elle remettra peut-être en cause la carrière de tel ou tel de ses collègues de l'Académie. Mais, encore une fois, la puissance de la peinture de Chardin, le mystère, le charme qui s'en dégage, leur a emporté sur le mépris que l'on aurait porté à la nature morte en tant que telle. Mais la nature morte, elle n'est pas seulement la représentation d'objets. Avant de s'appeler la nature morte, on l'appelait la vie quoi, la vie silencieuse. Mais cette vie silencieuse, comme ici c'est le cas avec cette vanité de Philippe de Champaigne, elle porte en elle un message d'ordre religieux. Regardez le sablier. Soit, il y a encore un certain temps qui doit passer. Regardez la tulipe, soit, elle n'a pas encore perdu le moindre de ses pétales, mais entre le sablier et cette tulipe, le crâne. Histoire de vous faire comprendre, de nous faire comprendre à chacun d'entre nous que vanité des vanités, tout est vanité. C'est une parole de l'Ecclésiaste. Et cette vanité va donc être une leçon de morale et de philosophie. Claude Monet, avec le soutien de son ami indéfectible Georges Clemenceau, va développer dans les dernières années de sa vie ce qu'il va appeler d'abord les grandes décorations, les nymphéas. D'étude en étude, il va progresser. Et donc, ce tableau est l'une de ses études. Mais regardez bien, les taches claires qui sont ici et là, elles sont un reflet sur l'eau ou est-ce qu'elles sont tout simplement aussi le reflet d'un nuage? Où est le haut? Où est le bas? Cet espace qu'il invente, cette lumière qu'il aura inventée, aura été décisive parce que peu à peu, il aura congédié le sujet en tant que tel. C'est devant une toile de Claude Monet qu'un jeune peintre russe qui aura découvert la toile exposée à Berlin va tout à coup réaliser qu'en effet, la peinture peut pleinement se passer de sujet. Et ce jeune peintre qui aura eu la référence de Claude Monet devant les yeux va s'appeler, et pour cause, s'appelle Vassili Kandinsky. C'est lui qui va inventer donc au début du XXe siècle ce qu'il est convenu d'appeler, faute de mieux, la peinture abstraite. Et cette peinture abstraite, elle va se décliner d'une manière extraordinairement différente de peintre en peintre, parce que l'abstraction va être l'apprentissage de la plus extrême des libertés. Et elle va conduire, pourquoi pas, à un rythme numéro 1, comme celui de Robert Delaunay. De Robert Delaunay que Guillaume Apollinaire va qualifier d'Orphée, puisque cette peinture de Delaunay, à ses yeux, c'est l'orphisme. Étrange chose, Orphée. Orphée, une fois de plus, vous le savez, c'est l'Antiquité. Orphée, c'est tout simplement ce personnage extraordinaire, poète et musicien, qui va, grâce à son charme, grâce à sa poésie, grâce à sa musique, pouvoir maîtriser les animaux et donc rendre à notre âme la sérénité. C'est en 1912 que Apollinaire va inventer ce mot, l'orphisme. Et vous le voyez, entre Apollon, avec lequel a commencé cette promenade, et Orphée, nous n'aurons au bout du compte peut-être jamais quitté le monde des mythes. Un immense merci Pascal Bonafou pour cette promenade dans l'exposition de la Renaissance au XXe siècle, les chefs-d'œuvre de la peinture dans les collections françaises. C'était une promenade passionnante, délicieuse,
Je suis vraiment ému. C'était une balade à travers 5 siècles d'histoire, à travers des tableaux, en passant de peintre en peintre, de salles en salles, d'époque en époque. C'est absolument merveilleux. Ça me fait penser un petit peu à ces jeux vidéo où, eh bien, le stream de jeux vidéo où le joueur est dans une petite capsule en bas à droite et en train de commenter un petit peu ce qu'il fait. Mais ici, c'est pour la beauté de l'art. Ça se déroule dans un musée. C'est unique. Ça n'a jamais été fait avant. Et c'est grâce à vous, Pascal. Et vous pouvez retrouver eh bien, cette promenade, ce streaming de musée sur le site internet de UMA et sur notre chaîne YouTube Universal Museum of Art. J'espère à très très vite, j'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos collègues, à vos amis, à des professeurs, à le faire découvrir à vos enfants. C'est comme ça que ce projet, qui est entièrement gratuit pour le public, peut se développer et continuer d'exister. Donc, merci pour votre soutien, merci pour votre fidélité et à très bientôt.